Je m'appelle Usha Varanasi. Je suis de Seattle. Je travaille au National Oceanic and Atmospheric Administration's Northwest Fisheries Science Center, qui fait partie, lui, du National Marine Fisheries Service, gardien des ressources marines vivantes. Nous effectuons des travaux scientifiques sur les richesses marines vivantes dans les États de Washington, d'Oregon et d'Idaho. Je m'appelle Suzanne Brucker. Je suis océanographe à la National Oceanic and Atmospheric Administration. Je travaille au National Ocean Service, dans le service de l'Office of Ocean Resources Conservation and Assessment. Mon travail implique principalement l'étude des problèmes de pollution marine et la manière de préserver nos ressources océaniques. Je m'appelle John Kerman et je dirige l'Office des programmes globaux du département national américain océanique et atmosphérique à Washington. Mon métier consiste à communiquer à un large public les résultats de nos recherches sur les climats et leurs changements à l'échelle planétaire. Ce public va des membres du Congrès aux élèves des écoles primaires. Je m'appelle Margaret Lennon, je suis océanographe et j'effectue des recherches à l'université. Parfois, je pars en mer pour mon travail et j'enseigne aussi aux jeunes étudiants. Je pense que la pollution la plus dangereuse est la pollution chimique, car elle détruit non seulement les êtres vivants dans les mers, mais elle contamine aussi notre nourriture. Elle a donc un double impact sur notre utilisation des océans. Un autre type de pollution, également très dangereux, est celui dont on ne voit pas immédiatement les effets. C'est seulement lors d'une marée noire importante qui tue un nombre important de poissons que nous agissons. Même si c'est dangereux, nous passons à l'action. Mais les effets subtils et à long terme, nous les remarquons toujours trop tard. Pour moi, c'est ce type de pollution, une pollution chronique dont nous ne voyons pas les effets, qui est la plus dangereuse et contre laquelle nous devons prendre des mesures. Le Musi, un affluent du Krishna, coule dans les environs de Hyderabad, une ville de plusieurs millions d'habitants dans le sud de l'Inde. Anil Dayakar, de l'organisation environnementale Gamana, inspecte ces berges. Une odeur nauséabonde émane de l'eau. Cette pollution est causée par les industries pharmaceutiques qui rejettent leurs eaux usées dans le Musi. Autrefois, la rivière n'était pas comme ça. Aujourd'hui, elle est complètement polluée. Près d'une centaine d'usines produisent ici des substances chimiques destinées à des groupes pharmaceutiques européens et américains. La fabrication de ces produits est moins chère en Inde qu'en Occident, notamment parce que les autorités locales attachent peu d'importance à la protection de l'environnement. La station d'épuration traite les eaux des usines, mais leurs factures se servissent. Alors pour réduire leurs coûts, les usines rejettent leurs eaux usées directement dans les cours d'eau ou dans l'eau souterraine. A de graves répercussions sur la santé des habitants. Anil Dayakar se rend dans un village situé juste à côté d'une usine pharmaceutique. Le maire lui explique que des maladies en tout genre augmentent dans la région depuis plusieurs années. Quelques rues plus loin, des riverains en colère se sont rassemblés devant l'office local pour la protection de l'environnement. Ils manifestent contre la contamination de l'eau. Ça, c'est de l'eau du robinet. Elle est complètement polluée. Les gens la boivent et ils attrapent le cancer et la tuberculose. Nous vivons dans une zone chimique. Les pouvoirs publics doivent réagir. Nous avons le droit de vivre. Les conditions d'hygiène de la région sont déplorables et la pauvreté s'accroît. Le médecin Kishan Rao constate une importante augmentation des maladies. En un an, 10 jeunes gens sont décédés suite à un infarctus. J'ai vu une femme de 25 ans subir 11 fausses couches. Elle n'est plus des nôtres aujourd'hui. Elle aussi a fait un infarctus.
Pourtant, ni les usines pharmaceutiques indiennes, ni leurs commanditaires occidentaux ne semblent prêts à améliorer les conditions de fabrication. Il n'y a personne non plus pour les rappeler à l'ordre. Joachim Larsson, biologiste à l'université de Göteborg, analyse avec un collègue des échantillons de sédiments du Musi envoyés par l'écologiste indien. Ça sent vraiment mauvais. Je reconnais cette odeur. Ça sentait exactement pareil la dernière fois. Ce sont des produits chimiques. Cela fait plusieurs années que Joachim Larsson examine les eaux usées des usines pharmaceutiques indiennes. Les résultats de ces analyses sont plus qu'alarmants. Nous avons trouvé une très forte concentration de médicaments, y compris d'antibiotiques. Les échantillons d'eau assainie présentaient une concentration similaire, voire supérieure à celle que l'on pourrait trouver dans le sang d'un patient ayant pris ces médicaments. Quelles sont les conséquences pour l'écosystème? Pour en avoir le cœur net, le scientifique élève différentes espèces animales dans un aquarium rempli d'eau provenant d'une station d'épuration indienne. Une eau soi-disant assainie. Les résultats sont révélateurs. Le tétard situé en haut de l'image a été élevé dans une eau propre. Celui du milieu, dans les eaux usées d'une station d'épuration indienne diluée 500 fois. Et le dernier dans les mêmes eaux, mais dilué 150 fois. Malgré le nombre élevé de dilutions, ce spécimen ne fait même pas la moitié de la taille du tétard qui a grandi dans de l'eau propre. Le scientifique a également constaté que des embryons de poissons zèbres, élevés dans une eau diluée à environ 90%, perdaient leur coloration et leur motricité. Les régions contaminées que nous avons étudiées en Inde sont le terrain idéal pour le développement de bactéries multirésistantes. Une quantité énorme de bactéries est exposée sur une très longue période à une quantité énorme d'antibiotiques. Conséquence, ces bactéries développent une résistance aux antibiotiques. C'est le plus grand danger, car ce phénomène peut s'étendre à d'autres territoires. Désormais, les antibiotiques ne font plus le poids face aux bactéries tuberculeuses ou à certains agents pathogènes responsables de maladies intestinales et d'infections nosocomiales. Et il existe très peu d'alternatives pour soigner ces pathologies, sans compter que ces germes résistants se propagent désormais à l'échelle mondiale. Un nouveau cas a récemment été identifié en Inde. Il implique le gène NDM1. NDM1 est l'acronyme de New Delhi métallo-bêta-lactamase 1. Il y a quelques années, ce gène a été identifié dans une bactérie chez un patient à New Delhi. Aujourd'hui, il est présent sur presque toute la planète et on le retrouve dans de nombreuses bactéries. Comme dans les agents pathogènes responsables du choléra et des diarrhées par exemple. À ce jour, le NDM1 a déjà fait une centaine de victimes dans le monde, et on ignore combien de personnes sont infectées. Selon mon avis d'océanographe des zones côtières, les polluants les plus dangereux pour l'océan sont les substances nutritives, comme l'azote et le phosphore. En effet, ces substances produisent une surcroissance du phytoplancton, ces herbes de la mer. Au lieu d'une végétation normale, on obtient un phytoplancton qui libère des toxines pouvant causer la mort des organismes marins et des humains qui les mangent. Ou encore des symptômes moins graves, comme la perte de mémoire, la diarrhée et la paralysie. C'est pour moi un polluant majeur des océans. Le phosphore et l'azote sont des constituants essentiels de la matière vivante. Ils sont présents en abondance sur Terre, mais pour être assimilés par les êtres vivants, ils doivent d'abord être transformés. Le phosphore existe naturellement dans la roche sous forme de composés chimiques appelés phosphates. Lorsque la roche est érodée, les phosphates passent dans le sol. Ils peuvent alors être absorbés par les plantes qui utilisent le phosphore pour fabriquer de la matière organique.
Celle-ci est transmise aux herbivores, puis aux carnivores par la chaîne alimentaire. Lorsque la matière organique est décomposée, le phosphore est libéré dans le sol, où il est à nouveau disponible pour les plantes. L'azote, quant à lui, se trouve principalement dans l'atmosphère, sous forme de gaz. Pour être assimilé par les organismes vivants, l'azote doit d'abord être fixé dans l'eau ou dans le sol, sous forme de molécules appelées nitrates. Cette transformation est assurée par des micro-organismes, comme les clostridiums. Sous forme de nitrate, l'azote peut alors être absorbé par les plantes et servir à la fabrication de matières vivantes. Lorsque la matière organique est décomposée, l'azote retourne finalement à l'état gazeux. Dans la nature, le phosphore et l'azote ne sont accessibles aux êtres vivants que grâce à cet ensemble complexe de réactions chimiques. Mais en agriculture, ces éléments sont fournis en quantité par des engrais.